Bonjour, bienvenue dans Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. On entend souvent dire que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais on oublie de rajouter que derrière de grandes femmes se cachent également de gros hommes qui militent pour que les droits des femmes soient respectés. Car le combat pour les droits des femmes ne saurait être gagné sans l'apport des hommes. Notre invité du jour s'appelle Guidoui Bernier. Il est président du parti politique Projet Montréal. Guidoui Bernier, bonjour et bienvenue sur le plateau de Hommes et Pouvoir. Merci de l'invitation et au plaisir. Alors, vous êtes le président du parti politique qui a porté au pouvoir la première mairesse de Montréal. Quand je dis femme et pouvoir, quelle est la première image qui vous vient en tête? Je me dis, grande fierté de notre parti, des membres qui l'ont élu chef et grande fierté d'avoir brisé ce plafond de verre. Et je me dis, il était temps, ça aurait pu être fait avant, mais bon, ça s'est fait en 2017 et continuons ici et poussons cette parité à travers cette structure et d'autres. Alors, quelle est votre définition du mot pouvoir? Pour moi, le pouvoir, c'est de pouvoir écouter les gens, de pouvoir influencer le cours des choses pour améliorer le sort des gens, des citoyens ou autres. Et donc, pour moi, c'est de pouvoir influencer le cours des choses et qu'on peut être assis à cette table-là et de pouvoir influencer ça. Donc là, je me dis, on n'est pas très loin du pouvoir. Alors, comment est-ce que le vôtre il se traduit dans votre environnement personnel et professionnel? Est-ce que c'est le même Guidoui dans les deux espaces? Ah, mais dans l'espace personnel, moi je suis marié, j'ai deux enfants, tout ça, donc c'est un pouvoir qui est dilué à travers nous quatre. C'est-à-dire que les enfants ont des attentes, ma conjointe, la famille, moi, donc, et c'est ensemble, tu sais, on essaie de trouver des décisions communes, tout ça, donc il y a un pouvoir partagé pour le succès de tous et chacun. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que c'est la même chose pour les hommes? Et si oui, qu'avez-vous sacrifié? Je ne sais pas si les hommes sacrifient autant que les femmes dans la mesure où, lorsqu'un homme veut se lancer, le soutien qu'il a autour de lui me semble beaucoup plus vaste. Et donc, quand une femme se lance, tu sais, il y a énormément de questions qui se posent parce que, encore là, dans notre société, les femmes prennent tellement de responsabilités familiales. Tu sais, on parle toujours de la charge mentale féminine. Et donc, selon moi, tu sais, l'éducation des enfants, donner naissance ou quoi que ce soit, je le vois au sein de mon parti. On a des élus qui ont donné naissance, qui vont donner naissance. Et donc, ça peut avoir un certain frein pour certaines. Mais pour moi, en termes de sacrifice, j'ai la chance d'être dans une famille unie, des enfants qui sont majeurs. J'en ai un qui est devenu majeur et qui sont adolescents. Donc, le besoin que je sois derrière eux est moindre. Et ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile et je suis bien entouré, ce qui facilite ce travail. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, je le reconnais. Euh, une mère ou un père monoparental, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, il faut effectivement, pour les femmes, trouver une façon aussi pour aider les mères monoparentales et la conciliation travail-famille. Et plus on arrive à travailler à cette conciliation-là, travail-famille, plus ça sera facile. Exemple, d'avoir des gardes. Tu sais, il y a eu des haltes garderies dans les conseils d'arrondissement pour que les gens puissent venir avec leurs enfants. Ça, on parle des citoyens, mais pour les élus, d'avoir une conciliation travail-famille. Je le vois avec Cathy Wong qui vient de donner naissance et qui est responsable d'un dossier important par rapport à la discrimination, le statut de la femme, les langues et la langue française. Mais
elle s'adapte, mais elle continue à travailler tout en ayant donné naissance cet été à un enfant. Et comment est-ce que les hommes pourraient les y aider? Parce que on voit bien que c'est pas simple. Ah non, c'est pas simple et je pense que c'est faire ce que les femmes ont toujours fait, c'est-à-dire de dire, bon, chérie ou quoi que ce soit, c'est à ton tour. Si on est le frère, un oncle ou quoi que ce soit, de lever la main, de dire, bon, mais ce soir, tu as un conseil d'arrondissement, tu as un conseil de ville. Donc, d'amener tout le support pour, euh, pour cette femme-là en question et d'être à l'écoute. Et donc, si on est à l'écoute des besoins de l'autre et de ne pas se sentir, pas exclu, mais il faut se sentir bien et vraiment donner toutes les chances à cette femme de réussir ce à quoi elle a été élue et aussi pour donner la chance à des futures candidates de se présenter. Et si elle sent qu'elle peut avoir le support d'un frère, de son environnement, quoi, ça va être plus facile d'avoir et de trouver des femmes qui vont s'impliquer en politique. Quelles sont les actions concrètes que, par exemple, votre parti a mis en place pour faciliter justement l'adhésion des femmes dans les lieux de pouvoir, encore plus depuis que Valérie Plante est MRS de Montréal et chef de projet, chef de votre parti? Mais je vais vous donner un exemple. Au sein du parti, il y a il y a une alternance homme-femme pour la présidence. Donc, on s'assure que à chaque congrès, lorsqu'un président quitte, ce soit le sexe opposé qui puisse prendre, qui ait une alternance, quoi. Et donc, et il y a des mesures qui sont également prises. Des fois, c'est au niveau des heures parce que souvent, les heures de travail pour les élus, que ce soit en conseil d'arrondissement ou en conseil de ville, pour s'assurer qu'il y ait de plus en plus cette adéquation travail-famille. Et ça, c'est les femmes qui poussent ces changements-là au sein de l'administration, au sein du conseil, tout ça, pour que, également réaliser aux hommes que la vie familiale ne doit pas écoper de cette vie publique. Et donc, et selon moi, c'est ces changements-là, cette prise de conscience, tant, tant des femmes, mais que des hommes par rapport à ça. Et j'entends de plus en plus d'hommes, justement, évoquer ça, s'assurer que les conseils se terminent à une certaine heure pour justement permettre cette conciliation au travail, que ça ne se termine pas trop tard pour que ça reprenne le lendemain, etc. Et donc, selon moi, pour le grand public, peut-être on n'en a pas conscience, mais pour les élus, ces changements-là, aussi minimes soient-ils, ont une grande importance pour vraiment concilier les deux. Quelle est la réflexion, le propos le plus sexiste que vous ayez entendu et comment est-ce que vous avez réagi? Oh! Ouf! Mais je vais vous dire, je ne recule devant rien. Bon, j'ai une femme, j'ai une fille, et sur les réseaux sociaux, les gens se sentent très libérés par rapport à ces paroles-là. Et moi, c'est pas que j'attaque, mais je confronte. Quand je peux, je confronte, quitte à moi recevoir des insultes, mais je confronte les gens par rapport aux biais qu'ils peuvent avoir ou de la façon dont ils écrivent et qu'ils élèvent leurs propos, parce que souvent, c'est des commentaires très de base qui ne font pas avancer aucun débat. Mais effectivement, c'est quelque chose qui vient me chercher. Ma fille m'entend et mon garçon m'entend. Et ça, c'est un élément important pour moi. Je veux qu'ils comprennent que défendre les femmes, défendre sa sœur, défendre sa mère,
contre des propos, c'est une responsabilité qu'il doit avoir également et que tout le monde doit avoir le respect et que s'il doit entendre quelque chose, il doit se confronter. Il a une copine et, ce que je lui dis constamment, c'est tu dois t'assurer qu'elle ne perde jamais le respect des gens autour d'elle. Et pour l'anecdote, je lui avais dit lors de son bal de finissant, je lui ai demandé une chose. La première chose que je lui ai dite, c'est assure-toi que tout se passe très bien et que, et que le respect lors de cette soirée-là, qui est hyper importante et beaucoup de choses peuvent se passer, que tu sois fier de ce qui s'est passé lors de cette soirée et que tout se passe très bien. Et ce n'est pas le moment de faire des folies. Et il l'a fait et j'étais bien content. Et constamment, je lui ramène respect, respect. Et j'espère que je l'aide à devenir un homme, quoi. Ma femme et moi. C'est pas un travail qui se fait seul. Très bien, c'est un très très bon travail et vraiment un beau challenge. Sur ces mots, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Guidoute Bernier où nous parlions de la place de la femme dans la société et en général l'attitude de la nouvelle génération aussi. Comment est-ce qu'elle devrait se comporter? Pour revenir à une actualité plus récente, que vous a inspiré le mouvement Black Lives Matter? Oh, pour moi, je pense qu'il n'y a pas un meilleur moment pour les gens des communautés noires de s'impliquer et de s'assurer que ce mouvement-là ne soit pas vain, que les sacrifices et les pertes de vie qui ont eu lieu malheureusement ne soient pas vaines et que nous avons tous un devoir de, de s'améliorer et de s'impliquer et de faire en sorte que dans notre environnement, on puisse amener les organisations, les organismes avec lesquels nous travaillons à une autre étape et un peu plus loin. Et donc, je pense que chaque personne n'est pas obligée de s'impliquer nécessairement en politique, mais peut s'impliquer dans son travail, peut s'impliquer à son école, avec ses collègues, dans l'éducation de ses enfants, etc., pour s'assurer que ce message que la vie des Noirs compte et qu'il faut régler tout ce qui est le racisme systémique, etc., de s'assurer que les gens prennent conscience. Et je n'ai jamais vu autant d'organisations, de gens qui font des web diffusions, au niveau médiatique, on est de plus en plus partout. Je vois les annonces, je vois les nominations, je regarde ce qui se passe à Radio-Canada, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, où nous prenons notre place, où nous prenons la voix. Je regarde les initiatives, je regarde ce qui s'est fait avec l'OCPM, le rapport sur le racisme systémique. Je regarde les initiatives faites par le privé avec l'initiative Black North Initiative pour améliorer dans les conseils de direction, les conseils d'administration, la présence d'une diversité, mais surtout d'une diversité racisée autour des lieux de pouvoir, justement. Et je pense que ce mouvement-là aide tout le monde à prendre conscience, pas juste les Noirs, mais la société en général. Et donc, il faut profiter. C'est pas évident à dire, de dire profiter, mais c'est ce momentum-là. Il faut saisir cette opportunité, en tout cas. Oui, exactement, exactement. D'ailleurs, c'est la même chose qui se passe aussi dans votre parti politique, puisqu'il y a une commission qui existe pour faciliter l'engagement des personnes issues des minorités visibles. Il y a beaucoup
d'actions qui sont mises en place dans ce sens-là aussi. Mais effectivement, donc déjà, le parti avait, pour 2017, travaillé sur un programme autant de la parité que de la diversité. Les succès n'ont pas été au rendez-vous en termes de diversité, en termes de candidats élus, malheureusement. Et toutefois, c'est cette ouverture au sein du parti dans un sous-comité ethnoculturel qui m'a amené à m'impliquer au sein de Projet Montréal. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé dans mon arrondissement, dans l'association locale de mon arrondissement. Et ensuite, j'ai été nommé trésorier par intérim, tout ça. Et après, il y a eu une opportunité pour la présidence et les membres du conseil de direction m'ont élu à ce moment-là. Mais il y a cette ouverture où nous avons pris position il y a une recommandation, la numéro 36 de l'OCPM, qui demande aux partis politiques de prendre acte et de s'assurer d'avoir des élus de la diversité, pas juste candidats, mais élus. Donc, nous avons pris un engagement en ce sens de s'assurer qu'on aura des candidats racisés. Bon, j'utilise ce terme racisé pour faire plus simple, hein. Et dans des comtés où nous avons déjà gagné, dans des comtés qui nous sont très favorables. Donc ça, nous avons pris cet engagement-là. Les membres l'ont pris. Et donc, et ça, on est pour l'instant le seul parti qui a pris position publiquement par rapport à ça. Et nous faisons énormément d'efforts pour s'assurer de faire du recrutement en ayant un programme de formation. Mais il ne faut pas juste des candidats, il faut aussi du staff politique pour avoir des gens qui vont être attachés politiques, soutien aux élus, directeurs de cabinet. Donc, il nous faut des gens impliqués à ce niveau-là. Ce n'est pas tout le monde qui veut être devant, mais il nous faut des gens derrière. Et ça, pour moi, c'est très important. Et le niveau municipal, c'est, disons, s'il y avait une hiérarchie provinciale, fédérale, disons que avant, nous avions le niveau scolaire où il y avait des élections scolaires, ce qui n'est plus le cas. Donc, le niveau municipal maintenant est un niveau pour permettre aux gens de rentrer en politique d'une certaine façon et pour pouvoir aller soit au provincial, soit au fédéral. Et plus nous avons de gens qui s'impliquent sur toute l'île de Montréal, pas juste à Montréal, mais partout, mais appelons ça une pépinière, pour s'assurer de les voir après, tant de manière publique, c'est-à-dire si c'est un candidat, ou dans les sphères derrière, dans les officines, comme on dit. Et c'est là qu'on parle de pouvoir. Souvent, ce sont les gens, même derrière, qui vont ficeler les ententes, qui vont travailler avec les partenaires, travailler avec les autres paliers gouvernementaux pour arriver à des ententes que les élus pourront publiquement discuter et parler et signer. Très bien. Quelle est votre citation préférée? Oh! Oh là là, des citations. Tu sais, pour moi, c'est à chaque moment, on retrouve des citations, mais moi, j'en ai une qui est à l'école, comment on appelle ça, les personnes qui nous aident, les conseillers scolaires, qui m'avaient dit, Guidwig, la vie, là, plus tu t'impliques, plus tu auras des opportunités. Et plus les gens avec qui tu t'impliques, tu verras, vont grandir également et seront dans des sphères de pouvoir plus tard dans la vie. Et tu feras affaire avec eux. Et donc, implique-toi, fais avancer les choses et le train, lorsqu'il passera, tu auras plusieurs portes qui vont s'ouvrir à toi et ce sera à toi à prendre la porte ou pas. Et plus tu auras de portes accessibles, plus tu sauras mettre des choix que tu voudras faire et tu ne seras pas dépendant. Et donc, cette conseillère scolaire qui m'avait parlé de cette façon-là, mais j'ai appliqué ça depuis mon cégep, à toujours m'impliquer, que ce soit au cégep, soit à l'université ou dans mon environnement, à la jeune chambre de commerce haïtienne à ses débuts.
Et donc, et c'est ça qui me meut. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec une photo, un objet, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la masculinité. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose ou pas? Je voyais souvent à l'école, j'ai eu la chance à l'école d'avoir des gens qui venaient d'un peu partout et il y avait des Sénégalais. Et je les trouvais très dignes, tu sais, je les trouvais très dignes, les Sénégalais à l'école. Et ils avaient toujours un certain bracelet au bras. Et je m'étais toujours dit, jeune, j'allais porter un bracelet, j'allais me trouver mon bracelet. Et donc, j'en ai trouvé un en Argentine, vendu par un Sénégalais justement Ah ben là-bas. voilà. Et pour moi, ça a été un moment eureka de dire, enfin, j'ai ce bracelet. Et quand je le porte, je me sens, tu sais, tu sais, il y a un petit côté en moi, mâle alpha euh, de manière très, très positive, euh, qui, qui, qui sommeille en moi et qui renaît un peu. Oh ben bravo. Très bien. Si un petit garçon regarde cette entrevue et déclare: «Quand je serai grand, je voudrais être Guidwick Bernier», vous lui diriez quoi? Ouf! Je lui dirais, poursuis tes rêves et je lui dirais, euh, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur parce que la beauté d'un homme se trouve dans ses craintes, dans ses peurs, quand il est en mesure de les exprimer de manière sécuritaire dans son entourage. Et c'est là qu'il va grandir. Bah, Guidwick, notre entrevue touche déjà à sa fin. Vous êtes un homme de pouvoir. Est-ce que vous pouvez me dire en un mot quel est votre super pouvoir? L'écoute. Très bien. Merci beaucoup. Ça sera vraiment le mot de la fin. Merci pour ce moment de partage avec nous. C'était Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, mais bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt. Merci.